c'est le quatrième bloc des 4 qu'on attaque maintenant. Et puis c'est avec très très grand plaisir, c'est vraiment ces deux projets que je trouve fantastiques. Le premier, très petit, à petite échelle, ici à Genève, et l'autre, immense déjà avant que ça ait vraiment commencé. Emma, je vous laisse la parole, vous avez une demi-heure. Très bien. Merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très fier d'être là aujourd'hui. Il y a des grands noms qui ont produit des projets avec lesquels je travaille, donc merci pour la qualité de votre travail. Je m'appelle Emma, j'ai une conserverie au boulevard Carbone qui s'appelle le Cri de la Carotte, dans laquelle j'exerce dans la revalorisation alimentaire mais aussi humaine. Donc, mon entreprise s'appelle le Cri de la Carotte. Le Cri de la Carotte est une entreprise qui se base sur les principes de conserverie à l'ancienne, donc les principes de Nicolas Appert, qui est l'inventeur de la conserverie comme on la connaît aujourd'hui dans les bocaux. Il faut savoir que cette source d'alimentation, cette façon de conserver la nourriture, vient d'un énorme besoin de vitamine C dans les armées napoléoniennes. Donc en fait, c'est une façon d'éviter le scorbut sur les fronts, c'est une façon d'éviter la malnutrition dans les armées et de transporter les aliments de saison loin, dans des endroits où il est difficile de se nourrir. Moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est d'utiliser les invendus, les légumes imparfaits, donc ce qu'on appelle légumes moches, pour faire des produits dans lesquels la beauté du légume n'a pas d'importance. Je les stérilise et je les propose aux jeunes bois sous formes diverses, houmous, tapenade, petits pots pour les bébés. Ça, on en est très fiers, on est les seuls à faire des petits pots pour les bébés 100% locaux en Suisse. Le petit pot pour bébé, c'est un produit important pour nous, d'un point de vue social. On propose également des transformations sur demande, c'est le gros de notre activité, donc on transforme pour autrui. Les paysans viennent avec les invendus, ils nous proposent une recette, on élabore une recette avec eux, on la conserve et ça permet pendant les périodes de mois d'hiver d'avoir, en plus des légumes d'hiver qui sont moins variés, une gamme. On peut vendre un peu plus cher puisque le produit transformé permet une marge plus importante pour améliorer le revenu pendant les périodes creuses pour les paysans. Je me présente, donc je viens du milieu de la science. Au tout début, j'étais laborantine en biologie spécialisée en médecine du voyage en biologie. Je travaillais au HUG et à l'Université de Genève. À un moment donné, j'ai un déclic dans mon métier. Éthiquement, je ne suis pas à l'aise avec ce que je fais. Pourtant, je travaillais en recherche. Mais il y avait quand même des points de mon travail, donc une vision d'ensemble qui me dérangeait énormément. J'ai commencé à être mal à l'aise avec mon travail de base. Et à ce moment-là, on me propose de remplacer quelqu'un dans un restaurant au pied levé, alors que je ne savais pas faire un faux plat. Ça, j'ai empoisonné mes amis plusieurs fois avant de prendre des études de cuisinière. Je commence à la 6e heure à Genève. C'est un petit restaurant qui est à la boulevard des Philosophes, qui est assez populaire. Et là, je me découvre une véritable passion. Donc, je quitte la biologie entièrement, je quitte la Suisse pour partir faire des études et des stages au Pays Basque espagnol, puisque la qualité de gastronomie et la façon dont on cuisine là-bas me parlent. On travaille de manière très traditionnelle avec des produits de terroir, des produits de saison. C'est cette cuisine-là que moi je voulais apprendre. J'y reste 3 ans. Je reviens travailler ici. Je repars travailler dans les gastronomiques espagnoles, puisque le mode de travail me convient mieux. Et après être devenue maman, je me retrouve dans une disgrâce professionnelle. D'ailleurs, on ne veut plus m'engager pour des cartes, on ne veut plus m'engager parce que je ne peux plus faire de coupure. Et je décide de créer un projet dans lequel je pourrais vivre de ma passion, la transmettre, sans avoir la souffrance humaine qui est liée au métier de bouche, au métier hôtelier, donc la maltraitance professionnelle que j'avais subie auparavant dans mes postes. J'ai voulu dissocier maltraitance et hôtellerie et proposer un mode de travail dans lequel on conserve les aliments, les gens peuvent les réchauffer chez eux, et on retire le facteur de soumission et de service qui était celui qui, moi, me posait problème dans les métiers de bouche. Et c'est là que naît le Cri de la Carotte, évidemment avec l'aide de la Fondette d'Ec, avec l'aide de la ville de Genève, naît le Cri de la Carotte qui prend ses locaux à Carbone. Les défis que je veux, les observations qui me poussent à créer le Cri de la Carotte comme un outil de revalorisation maraîchère, c'est de 1, qu'on criminalise beaucoup le consommateur, mais que le plus gros du gaspillage alimentaire se fait à la production. Ce gaspillage alimentaire à la production, il est lié au crible esthétique de nos légumes. Souvent, c'est des légumes tout à fait consommables qui, dans d'autres pays, seraient vendus sur les étals de marché.
Ici, on est très conditionné, on est très déséduqué à notre alimentation, on est déconnecté des travails de la terre. Donc, les menues imperfections liées au travail maraîcher, on a beaucoup de peine à les accepter et à consommer le produit. Les gens rejettent des pommes parce qu'elles ont des petites piqûres, ils rejettent des courges parce qu'elles sont là. Par exemple, vous avez mangé des courges tapées du domaine de la Toubière, ces courges étaient invendables, elles étaient parfaites, la chair était parfaite. Ça, c'est une observation qui me livre. De toute façon, ces légumes sont moches, oui, entiers, non préparés. Du moment où on les transforme dans des mets dans lesquels l'apparence du légume est altérée, il n'y a aucune différence dans la qualité du produit. Ça permet de proposer des produits locaux à des prix accessibles et de proposer surtout dans un pays, et j'en reviens, dans un pays dans lequel les consommateurs sont très peu éduqués aux techniques de cuisine, aux techniques de cultivation. Il y a vraiment une coupure en fait entre l'alimentation qu'on consomme et comment elle est produite. On consomme à l'aveugle, de proposer des plats préparés, prêts à manger, faciles à réchauffer, qu'on peut garder une année dans des placards, pour que les personnes qui sont vraiment citadines, 100% citadines, puissent varier leur alimentation et transiger sur la malbouffe, qui représente maintenant une grande partie des repas de midi des gens qui travaillent dans les bureaux. L'idée du clip à carotte, c'était de représenter une concurrence à Findus. Par exemple, aux plats préparés, aux fleuris-michons. En fait, à tous ces mets qu'on mange par nécessité, par manque de temps, mais qui en réalité sont très peu qualitatifs, qui nous reviennent très très cher, et qui nous reviennent cher pas seulement économiquement, mais aussi d'un point de vue santé. L'alimentation a un impact psychologique sur les gens. Donc il y a l'impact santé, diabète, problèmes cardiaques et tout ça, il y a aussi un impact sur la qualité de vie et sur la joie de vivre qu'on peut émettre sur autrui. Lorsqu'on diminue la qualité de l'alimentation, particulièrement dans les classes vulnérables, et là par exemple je parle des personnes âgées avec l'IMAD, où c'est vrai que ce qu'ils reçoivent c'est pas goûteux, pas préparé avec respect, on génère un background très peu favorable à une évolution positive de santé pour les gens. Là, le clip de la carotte, justement, voulait proposer une solution facile pour ces gens qui sont tributaires des aliments industriels qu'ils ne peuvent pas forcément choisir pour une raison ou une autre, qui puissent avoir chez eux une soupe, une sauce tomate, quelque chose de stérilisé qui tient longtemps dans le placard, qui puisse ne pas devoir transiger sur la qualité et la facilité au moment de se nourrir, tout en respectant des principes d'économie circulaire. Le problème qu'on observe aussi, et là je vous en parlais quand je disais qu'il y avait une perte de connaissances alimentaires, c'est que la globalisation a éliminé notre identité alimentaire. On est dans un pays dans lequel on trouve énormément de fast-food, mais il est très très difficile de manger une spécialité bien préparée. Ça c'est lié à une déséducation dans l'alimentation qui traîne depuis la Première Guerre mondiale, depuis l'avènement de l'industrie alimentaire. On utilisait la lactofermentation, on utilise le vinaigre. On utilisait énormément de méthodes en fait, par le biais des sels, par le biais des... sans utiliser de produits transformés. On arrivait à conserver nos nourritures en salaison, en fermentation. Ces connaissances-là disparaissent au fil des 2 conflits mondiaux au profit d'un agroalimentaire très développé, très opaque, d'additifs alimentaires. Et c'est un sujet que vous avez tous abordé au sujet d'une agriculture, il en parlait, un peu invasive, qui retire l'accès au terrain à des gens qui travaillent beaucoup plus respectueusement, et ça c'est un problème international. Enfin, c'est plus dramatique en Afrique, mais on a aussi ce problème-là. Là, notre action à ce niveau-là, ça a été de se battre pour avoir un laboratoire alimentaire aux normes, ce qui n'est pas facile en ville de Genève, enfin, c'est une vraie mission, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans de trouver un local dans lequel je pourrais mettre aux normes, d'essayer de partager ces locaux et surtout d'enseigner le plus possible, en particulier vers les enfants et les adolescents, puisque c'est là que le message a un impact à long terme. C'est là que le message pourra se développer, que ça deviendra une habitude de vie. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, dans l'enfance, qu'on arrive à mettre une transition sociale, une transition de consommation. Notre activité, alors nos légumes moches, notre réinsertion, nos légumes moches transformés avec des gens moches parce qu'on travaille qu'avec des stagiaires de réinsertion. Ça se présente un petit peu comme ça. Donc on a l'activité de conserverie qui, elle toute seule, n'est pas soutenable. L'activité de conserverie, elle est très utile aux paysans, on l'a fait en business to business, mais d'un point de vue client-consommateur, elle ne suffit pas pour vivre et pour assumer les charges dans lesquelles je le vois. Donc on fait également des traiteurs, on fait des apéritifs, je fais des événements. Il y a les ateliers qui viennent se greffer à ça
pour les privés et pour les commerces aussi. Dans les traiteurs, j'essaie toujours, comme je l'ai fait aujourd'hui, de valoriser les éléments d'une plantation en informant les gens que les légumes qu'ils ont mangés aujourd'hui viennent de, par exemple, Écoculture Plan les Bois. Aujourd'hui, c'était le domaine de la filière lignée. Pour que les personnes qui n'ont jamais mis les pieds sur une plantation réalisent quelle est l'ampleur du travail du maraîcher et qui réalisent le lien entre le cuisinier et le maraîcher. C'est un lien qui a été oublié, qui est indispensable. Le cuisinier a besoin du maraîcher. Le contraire n'est pas toujours vrai. On est arrivé à un stade dans la consommation où c'est le cuisinier qui génère la demande. Et ça, c'est terriblement malsain du point de vue écologique. Normalement, le cuisinier devrait s'adapter à ce que le paysan devrait proposer. Comme ça, on mangerait toujours de saison, on mangerait près de chez nous, et en ayant des bonnes compétences techniques, c'est tout à fait faisable. Là, on en arrive à une alimentation terriblement réduite, même dans les restaurants gastronomiques. On tourne toujours autour des mêmes légumes. On a perdu les connaissances de transformation des légumes qui noircissent. On ne sait plus faire des bouillons blancs. On ne fait plus d'artichauts parce qu'il faut les couper. On ne fait plus de panais parce que ça transporte la terre. On est vraiment à une étape de conformisme alimentaire qui est terrible et qui, à long terme, promet des famines parce qu'on consomme des légumes beaucoup trop exigeants en eau, beaucoup trop exigeants en nutriments pour la planète qu'on est en train de générer maintenant. Même pour l'Europe, même pour des climats tempérés comme le nôtre. On doit arriver à un point de formation dans la cuisine et l'hôtellerie où les rapports se renversent, où ce n'est plus le restaurateur qui crée la demande, mais c'est le paysan qui propose ce qu'il peut, et le restaurateur respecte le travail du paysan en préparant ce qu'il est possible de faire pousser à cet endroit, à cette saison. Voilà d'un point de vue business to customer, donc au consommateur direct, le travail qu'on essaye de faire en élaborant des beaux traiteurs, en élaborant des alternatives végétales pour conscientiser au fait que la viande est délicieuse, il faut la consommer locale, et que si on veut la consommer locale, c'est une fois par semaine plus. Enfin, en conscientisant à de petits sacrifices sur notre confort qu'on pourrait faire et qui rendraient la vie possible et agréable à tout le reste du monde, parce qu'on représente le 1%. Et ce 1% que nous on représente, on a quand même tenu de donner l'exemple, parce qu'on est en train de pomper l'essentiel des ressources par des demandes intenables, comme celles que je vous disais avant, d'avoir des tomates et des courgettes toute l'année. Et c'est ça qui fait qu'on est en train de pomper des ressources planétaires et on est à 1%. À ce niveau-là, nous, on est tenu de donner l'exemple de la sobriété. La sobriété, ça ne veut pas dire le sacrifice des plaisirs. La sobriété, c'est simplement de réenvisager nos techniques pour pouvoir proposer des choses terriblement bonnes, terriblement respectueuses de nos sols, de nos terres et puis de nos amis de la planète entière. Enfin, il ne faut pas qu'on oublie que même dans la pauvreté en Suisse, on reste riche. Et non mais c'est vrai, un Suisse pauvre est dans le 1%. Un Suisse pauvre n'a pas faim, un Suisse pauvre peut manger dehors. C'est là où vraiment le fonds de militance est important au niveau de la transformation. On peut donner des issues de consommation au niveau fast-food, des issues de consommation au niveau traiteur qui respectent les principes écologiques et non pas des principes commerciaux. Il y a une image. Au niveau des business to business, c'est l'essentiel de notre activité. C'est vraiment ça qui fait vivre le prix de la carotte, qui me permet de payer les factures. Je transforme, donc c'est très codépendant. Comme vous le voyez, j'ai mis ma carotte au milieu, les flèches partent dans tous les sens, mais en réalité, je pourrais très bien mettre des flèches qui traversent de partenaire en partenaire, parce que ce qui est en train de se développer dans le temps, c'est vraiment des relations circulaires dans lesquelles Laura de Soul Wines va servir sans le savoir les cornichons et les tomates de Sébastien d'Écoculture, et Butch Bunny est en train de vendre sans le savoir les champignons de Jérôme Macartini. Moi, je suis là en point de clivage pour réunir les légumes de tout le monde, réunir les produits de tout le monde, créer un produit. Parce que dans l'occurrence, ce que je fais pour eux, c'est inventer des produits. On se réunit, on crée des prototypes. Quand le produit est finalisé et gustativement et esthétiquement il nous plaît, on essaie de le lancer en vente. L'idée étant de se solidariser pour être plus fort, de réussir ensemble à être les meilleurs clients les uns des autres, pour éviter de devoir partir sur des systèmes associatifs, de préserver notre identité comme entrepreneur, parce que c'est important pour nous, tout en ayant un système presque coopérativiste dans lequel on se soutient mutuellement. Laura est ma cliente, mais je suis cliente de Laura également. Je suis la cliente de Sébastien, mais Sébastien est mon client. Je lui achète mes légumes, mais lui me fait faire des transformations et vend mes pots sur le marché. C'est le même principe avec tous les partenaires que je vais vous présenter dans une lame un peu plus loin. L'idée, c'est d'étendre le prix de la carotte dans cet esprit-là, sur la durée, puisque ça génère des rapports partenariaux vertueux. L'échange d'argent devient nécessaire mais secondaire. L'échange d'argent est une formalité pour le bien de l'autre. On n'est plus à l'appât du bien, on est plutôt au qualitatif,
à la volonté que ça aille bien pour nos frères, pour nos pères. Et ça, c'est une ambiance dans laquelle moi je me sens aise de travailler et dans laquelle je me sens aise de faire du meilleur travail. On essaye maintenant d'être de plus en plus nombreux, de solidariser et peut-être, pourquoi pas, je vous en parlerai plus tard, de mettre sur papier cette union de super-héros localistes qu'on est en train de monter ici pour pouvoir se protéger et puis peut-être mutualiser certains postes qui nous coûtent cher, qu'on n'arrive pas à assumer. Enfin, on cherche là maintenant des solutions pour se mettre en valeur les uns les autres et pour réussir à survivre dans cette ville qui est vraiment pas facile économiquement. Notre troisième activité, et pas des moindres, donc là je pense que certains d'entre vous reconnaîtront les ateliers de Mater, l'association Mater, à la ferme de Budé, c'est la transmission. Donc là la photo que vous avez là, c'est un atelier lactofermentation. On ne fait pas que ça. Je fais des ateliers d'initiation à la lactofermentation, au ferment, c'est un peu plus large, on parle du levain, on parle des kombucha, on parle des ferments qui permettent de conserver le lait, de faire des fromages facilement à la maison. Enfin, j'essaye d'initier les gens à des petites techniques qui leur permettraient de limiter le gaspillage alimentaire domestique, qui représente quand même un tiers des aliments achetés. Par la fermentation, en tout cas, on apporte des méthodes très faciles à mettre en œuvre qui ne demandent pas de stérilisateur, qui ne demandent pas de grosses machines et de haute température. C'est des techniques très agréables à apprendre, c'est très ludique. Ça représente une grosse partie de notre activité de formation. Là, je suis en train de mettre en place des ateliers pour transmettre la fabrication d'alternatives végétales sans intervention de la chimie. Puisque ça me paraît important de le détailler, ce qu'on vend à la Vibro, les plantiers et tout ça. Oui, certes, c'est vegan, mais d'un point de vue santé humaine, c'est absolument pas respectueux de ce qu'on est. L'idée étant de développer quelque chose qui permet, et d'un point de vue climatique, d'être plus respectueux, mais aussi d'un point de vue santé, d'être plus respectueux de ses pairs. J'essaie de travailler sans produits ajoutés, à l'occasion un tout petit peu d'amiante, c'est vraiment nécessaire, c'est minime, avec des farines de la palanquerie pour faire du seitan. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le seitan. C'est des protéines de gluten vita avec des tissés. Ça fait une viande blanche très convaincante, vraiment très convaincante au niveau. Les saucisses véganes que vous avez vues sur les photos là tout à l'heure, c'est du champignon et du tofu. C'est une technique de cuisine qui s'appelle la galantine. Ça s'applique à des viandes. Normalement, là, je l'ai extrapolé sur du végétal. Ça, c'est des choses que je voudrais transmettre aux gens pour faire une éducation consommateur. Non pas qu'ils vont tout de suite commencer à dégager tout leur repas de viande sur la semaine, mais j'espère pouvoir leur transmettre certaines techniques qui leur permettront de se nourrir mieux à la maison parce qu'ils auront des bases de cuisine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement. Les bases de cuisine dans les domiciles privés, elles expliquent une grande partie du gaspillage. Moi, dans mes ateliers, j'essaie de donner des bases, de donner des concepts, pas donner des recettes, de donner des concepts pour que la personne elle puisse, par l'expérimentation, apprendre toute seule, qu'elle puisse se rendre compte quand sa fermentation est réussie et ratée, qu'elle puisse évoluer elle aussi dans ses connaissances alimentaires librement. Parce que je pense que l'échec, c'est quand même la plus grande source de formation, en tout cas dans mon métier. On apprend plus quand on se trompe que quand on réussit un traiteur. Enfin, c'est une leçon très bonne à prendre, un échec. Là, les ateliers, on les fait pour les adultes, on les fait pour les enfants, on les fait pour les privés, on les fait aussi, là par exemple sur cette photo, pour les associations, on nous mandate pour animer des ateliers. J'ai énormément plaisir à faire ça et je pense que c'est une part très très importante de notre activité parce que la solution climatique, oui, il faut des gouvernances, le monsieur parlait de gouvernance, il faut des solutions étatiques, mais la base de la solution climatique, elle est dans l'éducation consommateur. La solution, elle est dans le moment où le consommateur refusera les produits qui nous portent tort. Et c'est au consommateur de boycotter ces produits-là. Cette situation, elle arrive à la base d'une longue éducation. Elle arrive à la base d'une longue information. Et je trouve que les ateliers, le partage de connaissances est absolument précieux pour ça. Très valorisant et précieux. Là, on arrive, c'est la fiche des copains, c'est des partenaires, Donc ça, c'est des gens, c'est une partie des partenaires, ils ne sont pas tous là, je n'avais pas de la place pour tout le monde. C'est mes partenaires principaux. Là, avec mes partenaires, c'est comme je vous l'expliquais, on essaye déjà de faire de la communication croisée. Donc on fait du cross-selling. Quand on arrive sur les marchés, on ne prend pas que nos produits. On prend les produits des autres et on parle bien les uns des autres. On vend les produits d'autrui comme si c'était les nôtres. On fait la même chose sur les réseaux sociaux, on fait la même chose dans les entretiens de réseautage. On promotionne les produits de nos partenaires comme si c'était les nôtres parce qu'on a confiance en leur travail, on sait qu'ils travaillent bien, on a visité leur plantation, on sait que c'est raisonné, on sait que c'est de confiance. Donc ce qu'on essaie de monter là, c'est une véritable fraternité d'entrepreneurs genevois, de petits entrepreneurs genevois, pour éviter l'isolement.
parce qu'il y a un isolement terrible dans l'entrepreneuriat. On se retrouve tout d'un coup avec des problèmes énormes, avec des dettes énormes. Et c'est vrai que seuls les entrepreneurs peuvent rassurer les entrepreneurs. On est très très isolé dans cette situation-là. Souvent, on ne sait pas qui est qui, on n'arrive pas à réseauter. On se retrouve les premières années d'entrepreneuriat, seul avec des problèmes énormes, avec des gens autour de nous qui ont les connaissances et qui ont l'expérience pour y répondre, mais on ne le sait pas. Donc, ce système de travail par partenariat, par réseautage, il permet justement d'éviter l'isolement. Il nous permet de contacter les uns les autres quand on a des doutes, quand on a un client difficile, on a un devis qu'on ne sait pas faire. On se consulte mutuellement, c'est très enrichissant et ça apporte humainement. Je me sens très enrichi de travailler de cette façon-là. On développe des vrais rapports de confiance, on développe, là par exemple, écoculture. Il est venu me dire ce matin, on m'a dit, oui, l'année prochaine, on voudra mettre plus de cornichons, est-ce que toi tu me les transformes si j'en ai plus? Ça permet de voir plus loin, ça permet de grandir. Parce que lui, sachant que moi je les lui transforme s'il ne les vend pas, il va faire l'expérience de mettre des rangées de cornichons. Normalement, il n'aurait pas fait ça, demande trop de travail, et c'est une perte économique s'il ne les vend pas. Et là, c'est vrai que le fait d'être un maillon intermédiaire entre tous ces artisans, c'est un rôle très très enrichissant. 1000 locaux. Alors, comme je vous expliquais, je suis en plein centre-ville de Genève. J'ai eu le courage de trouver un local après avoir visité 200 magasins de tabac, 6 vidéoclubs, 14 pizzerias sans hôte, après avoir visité tous les locaux vacants du canton de Genève. J'ai repris l'ancienne boucherie de la Jonction. Le problème à Genève, c'est qu'on est dans un canton où l'appât du gain est très fort. Alors, on veut tous le bénéfice, mais personne ne veut porter les responsabilités qui vont avec ce bénéfice. Et ça se voit dans les locaux. Ça se voit très bien quand on prend des locaux techniques. Moi, j'ai pris un local qui était aux normes de 1971. Donc, j'ai eu que des accidents, parce qu'en plus, on l'a rendu comme aux normes. Je leur ai dit, oui, c'est quand même mieux. Et ils m'ont dit, non, mais c'est aux normes. C'est passé aux normes. C'était pas vrai. Donc, au premier contrôle, on s'est retrouvé avec un investissement de 40 000 francs pour changer la hotte. C'est la photo que vous voyez là. Ils sont en train de démonter le vide d'absorption de la hotte pour placer des moteurs. Et pour placer un moteur qui va jusqu'au toit, parce qu'on n'avait pas de système d'évacuation d'air usagé. C'était une boucherie, donc vous voyez ici, il y a une photo, il y a Constantin, qui était mon stagiaire, qui est en train de dégager le rail sur lequel étaient posés les pilotis du marbre de la boucherie. Parce que quand ils arrivent avec des carcasses qui pèsent 300-400 kg, il faut que les pieds du marbre soient fixés jusqu'aux fondations. Donc il y avait des podiums de 10 cm, avec des marbres et des tiges métalliques qui descendaient jusqu'aux fondations, qu'on a dû retirer pour pouvoir mettre notre seul aux normes, pour pouvoir passer avec des chariots, parce qu'on porte des gros poids, on fait 200 kg de cuisson, et on ne pouvait pas passer avec nos chariots, parce qu'il y avait des marches partout, et pour pouvoir faire le nettoyage réglementaire. Il faut savoir qu'en 1951, c'était pas obligatoire de nettoyer une cuisine. C'était optionnel, c'était une question de conscience professionnelle. Donc, là, c'était pas une cuisine qui était faite pour faire le nettoyage quotidien obligatoire à la japonaise qu'on doit faire, de plafond au sol, en utilisant les évacuations au sol. Nous, ce qu'on a dû faire, c'est piquer les sols, refaire la pente, parce que forcément, après des années d'utilisation, les sols avaient bougé et on ne pouvait plus passer une racloir, donc la cuisine n'était pas conforme aux normes d'hygiène. Cette cuisine, elle a été abandonnée, et c'est dommage, parce qu'elle a ça n'apparaît pas sur les photos. Elle a 2 trésors historiques du canton de Genève, donc elle a le dernier fumoir en fonte du canton de Genève d'époque, qui a 220 ans, qui date de la construction d'immeubles, et qui est fonctionnel, mais qu'on ne laisse malheureusement pas utiliser pour l'instant. Je me battrai, j'y arriverai à l'utiliser. Elle a une chambre froide d'époque, qui est encore construite comme à l'époque où on apportait les glaces des glaciers, et on stockait un mur de glace sur le côté pour garder la température à 4 degrés. Ça, je les ai rénovés en gardant l'apparence d'époque. Donc, ils sont mis aux normes, ils ont des moteurs, ils ont des isolations, mais c'est la chambre froide qu'on utilise pour travailler. On est en train de travailler maintenant sur du patrimoine historique du canton de Genève, et j'en suis très fier. D'ailleurs, je me bats pour mes locaux parce que je trouve ça tellement beau d'avoir fait traverser 220 ans une chambre froide. Enfin, c'est vraiment. Je vous invite à venir la voir. Vraiment. L'équipe. Alors, le Cri de la Carotte a vraiment une vocation de revalorisation dans le sens global du terme. En fait, je fais un parallèle entre la façon, je pense que ce qui nous fait traiter notre alimentation comme on la traite, c'est la même raison qui fait qu'on traite les humains comme on les traite, on les jette. On a du mépris. Donc, je pars du principe que pour revaloriser du légume moche, il me fallait des gens
qui étaient un peu comme moi, je me sens, un peu inadaptés. Ce que je veux faire au Cri de la Carotte, c'est proposer des expériences positives, professionnelles dans l'hôtellerie. C'est très très difficile à trouver. Je veux proposer une expérience démystifiée du chef de cuisine macho qui agresse à des personnes qui feraient d'excellents cuisiniers, mais qui en fait ont été décrochées pour une raison ou une autre à un moment donné du travail, ou qu'on a découragé de faire ce métier. Souvent c'est des jeunes femmes, on les décourage de faire ce métier. Le Cri de la Carotte, moi, il me permet d'enseigner des bases de métier à des gens qui ne supporteraient pas les services, à des gens qui ont eu des gros problèmes de drogue, qui ont eu des gros problèmes d'alcool, qui sont en sevrage, qui ont des longues périodes d'hospice, enfin, ça rend le mode de travail en continu, le fait qu'il n'y ait pas de service, ça rend beaucoup plus accessible le métier de l'hôtellerie, et ça permet à des personnes qui n'auraient jamais fait l'essai de tester le métier et peut-être de se rendre compte que ça leur plaît de développer une carrière derrière, car il faut savoir que dans les restaurants, on a énormément de peine à trouver des personnes. C'est des métiers en souffrance. Donc, on a tout ce potentiel humain qui dort par mépris, comme le légume moche. Mais c'est exactement la même proportion et c'est exactement la même attitude, c'est du pur classisme. On a tout ce potentiel humain qui dort d'un côté. Ce que je veux faire, ce que j'essaye de faire, je le mets en place là maintenant, j'en suis à 5 places de stage au jour d'aujourd'hui, c'est de proposer justement à tous ces gens qui dorment, au tas de compost humain, on a à Genève en fait, de venir montrer qu'est-ce qu'ils font au Cri de la Carotte, parce que c'est un métier qui demande que de la bonne volonté. Tout le monde peut apprendre la cuisine, ça demande que de la bonne volonté. Donc c'est un métier qui est très facilement accessible pour tous, et le fait de travailler comme je le fais, ça me permet de faire rentrer des gens qui ont des problèmes de santé, qui n'ont plus le stress dans l'emploi conventionnel. Alors l'évolution. Donc là, moi je suis pleine de rêves pour le Cri de la Carotte. C'est vrai que sur 4 ans, je me dis j'aimerais franchiser mon projet pour en mettre un à Lausanne, un à Berne, et puis que chacun ait sa petite entreprise un peu anarchiste dans laquelle on préserve notre identité nationale et qu'on fait des bons petits plats à la paysanne dans le dépôt pour les vendre sur les marchés, mais qu'au moins c'est cadré. Et c'est vrai que sur un long terme, moi j'aimerais que mon projet voyage, et j'aimerais pouvoir laisser des Cris de la Carotte entre les mains d'idéalistes d'autres cantons, pour que ça devienne une représentation de l'entrepreneuriat vertueux parmi d'autres, mais une représentation dans les métiers de bouche de l'entrepreneuriat vertueux. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai dû rénover mon laboratoire. C'est terriblement difficile les premières années à Genève. Pour l'instant, j'en suis à des étapes où je ne peux pas me salarier. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'introduire un associé, excusez-moi, j'ai bourdé, introduire un associé, un investisseur qui partagerait nos convictions. Ça fait plusieurs mois que je cherche, c'est une recherche en cours. Je suis peut-être exigeante, je n'ai pas encore trouvé, mais c'est vrai qu'on serait beaucoup plus fort si on était deux. Là, j'arrive aux limites de ce que je peux porter seul, et j'aimerais bien faire rentrer quelqu'un qui ait des meilleures notions peut-être d'administration, qui ait des meilleures notions de loi, qui ait des meilleures notions qui viennent d'un autre métier que moi pour venir enrichir justement le panel du Cri de la Carotte et ensemble se renforcer dans ces combats que moi, comme cuisinière, comme technicienne, j'ai un peu de peine à mener et qui me portent un peu tort. Pour la suite, j'aimerais, mais ça c'est en cours, je vais certainement l'année prochaine former des apprentis. J'aimerais favoriser la formation, parce que c'est la cuisine, c'est un métier qui était masculinisé, donc j'aimerais former des femmes. Vraiment, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire rentrer des femmes dans le monde de la cuisine, pour l'enrichir, pour l'adoucir un peu aussi dans le traitement humain, parce que c'est vraiment, moi j'ai fait ma carrière là-dedans, c'est des fois très très difficile. J'aimerais faire également de la réinsertion professionnelle avec les personnes qui viennent des centres de réfugiés, et ça c'est une démarche qui est en cours avec le SRP. Donc on est déjà en attente, on nous propose le premier stagiaire. L'idée c'est de donner une autre image de ce métier qui a été mystifié, qui a été présenté comme un métier beau mais violent. Les cuisiniers le disent entre eux, ils disent c'est un beau métier de merde. C'est comme ça qu'on parle de notre métier. Quel beau métier, oui, quel beau métier de merde. C'est ça que j'aimerais démystifier. Il n'y a pas de raison que ce soit un métier de merde. C'est la dévalorisation des métiers nécessaires qui fait qu'on est traité comme on est traité. En faisant rentrer des gens dans le métier, en formant des personnes atypiques dans le métier, on va changer la vision du métier. Et peut-être qu'on arrivera à le redignifier, peut-être qu'on arrivera à en vivre. C'est des métiers qui demandent des hauts niveaux de qualification. On n'est jamais salarié à bonne hauteur pour eux. Peut-être que de voir le métier différemment, et d'un point de vue de consommation, mais aussi d'un point de vue de ressources humaines, permettra une dignité dans les métiers de la transformation et de la cuisine. Alors j'arrive à une conclusion, une pré-conclusion, parce que je vais vous faire ma campagne derrière. Donc pour conclure, le Cri de la Carotte, c'est les traiteurs,
des mises en place pour les apéros et les grillades pour les particuliers. Ça, quand ils veulent frimer, on leur apporte quelque chose de très beau, ils le mettent sur le grill, ils disent que c'est eux qui ont fait. Et tout le monde est content. On fait des anniversaires, on fait des événements d'entreprise, on fait des ateliers de formation, on fait de la conserverie, essentiellement de la conserverie, transformation pour les paysans, c'est 80% de l'activité. Les postes de stage, de la mise en place des sirops pour les bars, pour les cocktails, ça on le fait aussi. On développe des produits, donc on fait du prototypage. Je fais de l'invention de produits pour les commerces, pour les gens qui ne savent pas cuisiner. Je leur développe des recettes que eux ensuite ils peuvent mettre en place à déterminum pour créer des produits personnalisés pour leur entreprise. Et j'espère qu'il y aura encore une liste non exhaustive d'activités. J'espère que ça sera de plus en plus varié et de plus en plus riche. J'espère rester longtemps au rêve du cri de la carotte aussi. Le tout en gardant toujours nos compromis éthiques, c'est-à-dire qu'on consomme local. Quand on consomme à l'étranger, on consomme soit en commerce direct, soit en commerce labellisé. Là, pour l'instant, on a la chance d'avoir un paysan au Portugal qui travaille en chair vivante et qui nous apporte de l'huile d'olive, qui nous apporte des agrumes et des avocats. Le jour où ce paysan prend sa retraite, elle ne pourra plus, je pense que je vous contacterai. Je vous contacterai, mais c'est vrai que même nos épices, elles viennent de chez Star Collection. Star Collection, c'est une jeune femme qui fait du commerce équitable avec la Côte d'Ivoire. Donc elle fait le voyage 4 fois par année pour aller chercher les épices dans le village. Elle m'apporte des mangues séchées, elle m'apporte des poivres. Je préfère ne pas utiliser quelque chose plutôt que d'utiliser un produit comme des sels de l'Himalaya, par exemple, ou des produits qui posent vraiment des gros compromis éthiques et qui posent de la souffrance humaine dans l'utilisation de ce produit. Et ça, on est carré, même nos bocaux viennent de Puplinge. D'ailleurs, ça fait monter le coût produit. Mais on essaie de rester vraiment carré dans nos engagements, de ne pas faire de greenwashing, parce que pour moi, c'est le greenwashing qui tue la cause. Quand on est vraiment en train de lutter pour une cause digne et que la personne derrière l'utilise comme argument de vente, ça discrédite une cause importante. Donc c'était très important au cri de la carotte de rester cohérent du début à la fin, que ce soit tant au niveau des produits qu'au niveau du traitement des humains. Peut-être aller un peu vite. Oui, c'est bien. Alors on a eu la chance, on a eu la surprise la semaine dernière de découvrir qu'on était sélectionné pour le prix du commerce et de l'économie du canton de Genève. Alors, on est en campagne. Alors, je vous avoue que je ne suis pas venue avec ma plume en derrière parce que j'avais un peu de décence. Mais sinon, je serais venue. On est en campagne, on aimerait vraiment gagner le prix Jeune Pousse. On est en plein démarrage, on a dû retaper toute la cuisine. En fait, l'argent n'a fait que sortir. Et c'est vrai que là, ça nous propose un prix qui nous permet de nous renflouer, qui nous permet de faire une promotion très vertueuse sur Radiolac, parce que ça vient toucher exactement les gens qu'on veut toucher, donc les jeunes voix. À la base, la clientèle primordiale, on appelle du canton de Vaud maintenant, mais à la base, c'était pour les jeunes voix. Alors, je vous ai mis un code QR ici. Si jamais vous avez envie de le scanner et de voter pour nous, je vous en serai terriblement reconnaissance, parce qu'on a besoin du soutien étatique, on a besoin du soutien du canton de Genève, on a besoin que notre image soit portée, on a besoin que les paysans sachent qu'on est là, parce qu'on doit travailler le plus possible pour réussir à passer ces 4 premières années qui sont critiques pour les commerces à Genève. Et puis je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vous remercie beaucoup. Alors on laisse jusqu'à ce qu'on change. Alors je me suis dit, elle va rester derrière moi pendant les questions. Et comme ça, s'il s'ennuie, je comptais sur la procrastination de l'ennui. Et puis on fait tout peu de questions s'il vous plaît, mais des questions, oui, ils sont quand même 2, 3 peut-être si vous en avez. Oui, Nicolas. Peut-être ça va sur le micro, je me lève. Déjà bravo, c'est vraiment percutant ta présentation. Ça donne gage de bons sentiments, de positif dans cette belle journée qu'on a partager ensemble. J'ai vu sur le coin d'une slide, il y avait, je ne sais pas si c'était déjà un label ou quoi, mais c'était marqué. Swiss Food. Voilà. Swiss Food, c'est l'association. Alors Swiss Food, ils font de l'éducation. Ils font des ateliers, ils organisent des ateliers avec les enfants, ils ont un contrat avec Préambule. Et ils me sous-traitent régulièrement des ateliers avec les enfants que je peux aller faire dans la maison de la Buissonnière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Buissonnière, c'est un très bel endroit. C'est dans les jardins des Crepettes,
Dans le potager collectif, ils ont construit un bâtiment horticole avec un observatoire à oiseaux. Et il y a des activités pour les enfants là-bas. Donc Swiss Food, ils me mandatent pour faire des ateliers à l'école des Olives ou dans le parc des Tropettes à la Buissonnière. Je suis payée par préambule, enfin, c'est tout un cercle. Ils font de l'information sur l'alimentation. C'est Marie-Attine Namo, la présidente. Ils ont commencé il y a 2 ans. Ils font du très bon travail. À vrai dire, ils invitent énormément d'artisans à venir partager leur travail. On peut illustrer devant les enfants comment on fait, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Et c'est vrai qu'une grande partie de mon activité de formation, en tout cas avec les mineurs, je passe par Swiss Food. C'est Swiss Food Academy. Swiss Food Academy, oui. Swiss Food Academy. Ils ont un site internet, ils ont un Instagram, enfin c'est bien, ils parlent des légumes de saison, ils conscientisent à la consommation locale, ils font les événements avec une centrifugeuse à pédalier. Peut-être vous les avez déjà vus. Ils ont un mixeur à pédalier où ils mettent les fruits dans le mixeur, les enfants pédalent et ça leur fait un souci. Génial. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai que lui m'apporte des groupes assez abondants. Les ateliers de Swiss Food, c'est des groupes d'enfants. Le plus petit que j'ai eu, c'était 15 enfants. Là, pour le mois de novembre, j'ai des groupes de 25 en moyenne. Mais il faut les tenir occupés. Ils sont là, vraiment. Mais ils m'aident pour le cadre, ils m'aident pour l'autorité. Du coup, je peux arriver là-bas, je fais que de l'enseignement pur, l'enseignement brut. Je ne suis pas rapide derrière les enfants, à dire machin peu pas ci, machin peu pas ça. Et j'apprécie énormément cette façon de faciliter l'accès. Enfin, moi, ils me facilitent l'accès à mon public et aux enfants, ils leur facilitent l'accès à l'information. C'est très très intelligent ce qu'ils font. C'est de la pure éducation. Je pense qu'ils sont bien plus vieux que 2 ans. Bon, en tout cas, Marie a 2 ans, mais je crois que oui, ils étaient là avant, mais cette petite-là. Il y a encore 5-6 ans, je crois que j'ai été consultée par l'État pour voir si on leur donnait des subventions. Oui, non, mais actif, en tout cas, Marie, elle m'a dit 2 ans quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois. Une expérience même encore plus vieille. Là, c'est en train de. Alors, Swiss Food, je pense que c'est en train de grimper très fort, et ça sera un refuge quand même pour les artisans comme moi. Swiss Food, c'est un refuge intellectuel pour des artisans comme moi. Ils nous protègent. Ils exposent notre travail de manière très neutre. Et ça, c'est un pur bénéfice. On manque de visibilité. Très peu de gens à Genève sont au courant de la souffrance de leur indépendant. Enfin, très peu de gens à Genève savent que leur boucher, il en défaut bien parce qu'il ne se passe pas de salaire depuis 3 ans. Enfin, ça, c'est la situation qu'on vit, nous, comme petits indépendants dans le canton. C'est qu'on sait que c'est normal de ne pas se salarier. Et ça, c'est quand même une abjection. Quand on vit dans un pays où la moyenne des salaires des fonctionnaires est à 9 000 francs, de se dire que c'est normal de ne pas salarier un indépendant, on se dit, ouais, bon, quand même, la normalité, où est le barème je pense qu'on a besoin de cette visibilité, cette souffrance entrepreneuriale, cette souffrance de l'entrepreneur localiste, il faut la montrer. Il faut montrer les poursuites sur les indépendants. Il faut montrer la pression économique qu'on a. Il faut montrer les menaces de résiliation de bail. Il faut montrer tout ça parce que c'est notre quotidien. Moi, il n'y a pas une journée où je me lève pour aller dans mon arcade où je n'ai pas une emmerde. Pas un jour. Je fais plus de résolution de problèmes que de cuisine. Ça, c'est quand même pas une normalité. C'est le système dans lequel on vit qui veut ça. On nous applique des demandes, on nous applique les mêmes demandes qu'aux multinationales. C'est pas cohérent. C'est pas soutenable. On m'applique les mêmes demandes au niveau des normes d'hygiène. J'ai des installations similaires à la Migros. La différence entre la Migros et moi, c'est que la Migros, elle peut se permettre de payer les amendes, et pas moi. Voilà, c'est la seule fois, c'est vraiment. Et c'est vrai que là, il y a un moment donné où nous, on pourrait être protégés étatiquement. On pourrait être protégés étatiquement déjà en bloquant les loyers, en ne permettant pas au lobby de l'immobilier de monter les loyers des locaux de transformation comme ils le font, entre une passation de bail et une autre sans faire aucune amélioration. Moi, j'ai repris ici un local où le premier annexe indique un loyer à 750 francs. Aucune amélioration n'a été faite. Je paye 2000 francs de loyer. Aucune amélioration n'a été faite. Les travaux, c'est moi qui les ai faits. Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'on met 2 ans à trouver un local. Donc, quand on fait des recours, on refuse les locaux. Ils préfèrent les laisser. Tu loues, et après tu fais recours. C'est ce que j'ai fait. C'est des avocats et des avocats. Puis quand on prend un avocat, d'où l'idée opérative de mutualisation. Un avocat, c'est 3 000 francs de blocage. Minimum. Pour les indépendants, ils ne sont pas assez payés. Alors là, vraiment, pour des situations comme celle qu'on vit, il faut des juristes. L'avocat, ils sont très très bien pour le civil, pour les indépendants un petit peu moins. Pour les indépendants, un petit peu. Enfin, en tout cas, oui, ils m'ont baladé par rapport au fonds de commerce. Et le problème, c'est qu'il y a. Alors, excusez-moi, je me perds. Il y a le bail, mais il y a les machines. Les machines sont indépendantes du bail, mais par contre, elles y sont reliées parce qu'elles sont installées dedans et on ne peut pas les déplacer. C'est ce qu'on appelle le fonds de commerce. À Genève, avant, on vendait des pas de porte. C'est interdit depuis très longtemps. Les gens continuent à le faire. Ils continuent à le faire. Hein.
Le pas de porte était calculé par rapport à la fréquentation d'un local. C'est incalculable. Enfin, c'est vraiment une valeur virtuelle qui est... Là, on nous vend des fonds de commerce, mais en fait, en réalité, ce qu'on nous vend, c'est des pas de port. Par contre, si on veut pouvoir travailler, on se retrouve dans l'obligation de prendre un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Moi, mon fonds de commerce, à moi, il était zéro. Les machines étaient cassées, j'ai dû attaquer pour qu'on me répare mes machines. Donc, d'un côté, il y a la vétusté, d'un côté, il y a les machines. C'est deux problèmes différents. Un juriste va régler les deux en même temps. L'AS local, non. L'AS local va se battre pour le bail, mais pas du tout pour votre fonds de commerce. Et quand on est entrepreneur, ce qui est très pesant et ce qui est très lourd, c'est le remboursement du fonds de commerce. Ça représente des 2000, 2500, 3000 francs par mois, ça dépend de l'ampleur de votre prêt. Donc, le combat n'est pas assez complet pour les petits entrepreneurs qui viennent de démarrer. Souvent, les protections juridiques, elles nous lâchent, les assurances nous lâchent, ça m'est arrivé cette année, mais enfin, je vous parle de la globalité, la réalité de l'indépendant, hein, de glisser dans ses cuisines, d'avoir un accident, et qu'on vous refuse des compensations d'accident parce que vous faites de comptabilité. C'est magnifique. Enfin, on est quand même là dans un milieu qui est très peu favorable, c'est l'ultralibéralisme à l'extrême. C'est l'argent pour l'argent, l'argent pour l'argent. Et ça, quand on démarre, quand on est petit, quand on travaille en local, quand on est entouré de commerces qui ont des marges entre 180 et 200% sur leurs produits parce qu'ils font de l'importation, c'est la difficulté de trop. Et là, notre canton pourrait faire quelque chose. Notre canton pourrait faire quelque chose déjà en protégeant nos baux, en protégeant nos locaux de travail. Chose qui ne fait pas. On est tout le temps dans l'incertitude de perdre nos machines. Et si on perd nos machines, on perd notre fonds de commerce. Et si on perd notre fonds de commerce, on ne peut pas redémarrer ailleurs. Donc en fait, on a perdu notre volonté d'indépendance. Et là, c'est quand même une menace qui est démesurée. Là, c'est la responsabilité étatique de mettre des lois qui protègent contre le surlibéralisme et le petit entrepreneuriat. On est considérés comme des McDo, hein. On n'a pas du tout de subvention, on n'a pas du tout de pouvoir. Pour voir qu'il y a du pouvoir, donc l'État n'a rien vu. Alors là, je regarde, on a les Verts et les socialistes, en ce moment, j'ai quand même espoir. Je me dis, ça bah, c'est pas les gens qui reprennent le pouvoir, c'est nous. Alors oui, on représente. Alors oui, mais ça, en fait, on est en train de dériver nos responsabilités. Quand on est en train d'accuser nos politiciens, on dérive nos responsabilités. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Quand on achète à la Migros, on est en train de donner notre voix. Quand on achète, mais bon, personnellement, mais la plupart des gens, oui. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas dans les mains de celui qui exprime qu'il l'a. Le pouvoir, il est dans les mains de celui qui a donné le pouvoir à celui qui l'exprime. C'est nous qui avons donné le pouvoir à ceux qui l'expriment. On est en train de garder la métro humaine. Là, c'est vrai qu'il y a un moment donné où, si on modifie notre consommation, ce système tombe. Enfin, cessez de nourrir la bête. En gros, c'est ça. Hein. Nous nourrissons la bête. À chaque fois qu'on prend nos voitures, à chaque fois qu'on fait le plein, à chaque fois qu'on fait des courses et qu'on mange un kebab. Voilà. Et merci pour votre présentation. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf un point. Je vous venez de le dire de nouveau. Et je profite de le dire dans l'espace public. Bien sûr. En fait, l'erreur les sortes d'erreurs que vous êtes en train de commettre, c'est dire que les consommateurs, ils ont le pouvoir et que si on change les consommateurs, on va changer le système. En fait, et c'est une erreur stratégique, politique. Et je vois que vous êtes politiquement très engagé. C'est pour ça qu'il me permet de terminer notre point de vue. Vous vous rappelez les votations sur les vaches intensives en Suisse? Oui. L'initiative était gagnée, ils ont perdu. C'est les éleveurs qui ont gagné. Non, mais là je ne vous parle pas de votation, je vous parle de consommation. Laissez-moi finir. Donc, l'initiative était perdue. Les éleveurs, ils ont gagné. Il y avait un monsieur, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle son prénom, et lui, il était éleveur de poulets, qui était le représentant de la filière de poulets, donc de l'Union suisse des paysans. Oui. Les conservateurs de droite qui ont gagné. Oui. Lui, il était le porte-parole en Suisse romande pour dire que non, tout va bien en Suisse. Et les dimanches, quand il a gagné, donc la votation, l'initiative n'a pas passé, il a dit quoi? Il a dit, quand les consommateurs changeront, nous changerons. Et ces petites phrases... Il a raison. Parce que quand on arrête la laissez-moi finir. Ces petites phrases, parce que, excusez-moi, les Suisses, ils se copient beaucoup de la France. Ces petites phrases, ils viennent des conservateurs français, Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut écouter l'ennemi. Moi, il ne parle pas à l'adversaire, il faut écouter l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'ennemi? C'est vrai, on ne pourra jamais
changer tous les consommateurs. Excusez-moi, laissez-moi finir. Et c'est pour ça que ce que vous demandez d'un autre côté, là, il faut des politiques gouvernementales. Et c'est là qu'on peut changer. Moi, j'ai vécu une année à Copenhague avec mon ex-copine architecte dans les meilleurs quartiers de Copenhague où tout le monde se balade en vélo et même la princesse elle est en vélo. Okay? Et avoir une voiture, c'est mal vu. C'est vraiment nul. C'est mal vu. Okay? Et comment ils ont fait ça? Alors, non, laisse-moi finir. Non, j'ai là au premier rang, j'ai plusieurs personnes qui me disent ça suffit. Et puis au troisième rang, j'ai une personne qui s'est battue ou qui se bat depuis 10 ans pour justement ce nouveau système, pour justement avec plein de compétences, avec plein de... J'ai tellement pensé à vous quand elle a montré ce slide avec les partenaires. C'est ensemble, plein d'initiatives ensemble qui font bouger le système de tous les côtés. Et je ne veux pas dire ils forcent la main à l'administration, mais ils font bouger. Et ils arrivent vraiment maintenant, après 10 ans, d'être soutenus. Je ne sais pas si vous avez fait la demande de construction, vous avez pu la déposer déjà ou elle est en train d'être déposée. En tout cas, c'est ensemble et c'est vrai, oui, il y a des gens qui sont un peu résistants au changement, mais je crois que ça serait sympathique. Déjà, ils sont les derniers. Pendant la journée, il y a déjà beaucoup de monde qui a dû partir. Je crois que ce serait sympa de leur laisser la parole aussi pendant une demi-heure. Et puis après, pendant l'apéro, suite à la journée, on a tout le temps, jusqu'à 10h le soir si vous voulez, pour discuter de toutes ces choses. Mais je crois qu'il faut ouais. D'accord. Juste un truc. Voilà. En fait, pour finir, parce qu'il n'est pas fini. Ils sont faits là pour les... Attends, s'il vous plaît. Juste pour faire la parenthèse au milieu de tout ça, l'alimentation est politique. Est-ce qu'on est d'accord? En tout cas, ce projet, merci beaucoup Emma. J'adore. Et parce que vous avez tellement de parallèles, même si votre projet est beaucoup plus grand. Point de vue dimension, vous verrez si vous n'avez pas encore vu là derrière. Enfin, je te laisse. Bon, on était déjà au vif du sujet. Avec cette discussion qu'il y a eu tout à la fin, le projet que j'aimerais vous présenter, c'est un projet qui est initié avec mon mari Nicolas et moi-même à Châteaudet, dans l'idée qu'on croit aux ressources de chacune et chacun. Nous aussi, on pense que chacun peut faire la différence et puis qu'il faut qu'on commence depuis le problème, orienter notre société dans une société qui n'est pas en train de relever constamment que des problèmes, mais qui lève du potentiel, qui lève des solutions, qui montre que si c'est le choix qu'on fait tous les jours, chacune et chacun, avec notre manière de consommer, mais aussi avec toutes les décisions qu'on prend, la manière comme on élève nos enfants, la manière comment on vit au quotidien, font le monde de demain. Donc l'idée, c'est de créer un centre de compétences à Châteaudet. Avec mon mari Nicolas, on a une ferme familiale. Oui, donc à la base, elle était une ferme familiale. C'est le patrimoine familial de mon mari Nicolas. C'est plusieurs générations, 5 générations de conviction pour le métier de la terre. Donc nous sommes des gens de la terre. Moi, j'ai grandi au Simmental, aussi sur une ferme familiale. Et l'idée, c'est vraiment de partager cette chance d'être propriétaire de terres agricoles et donner aux gens la possibilité de retourner au centre de la nature. Nous, on pense le potentiel de l'agriculture, c'est vraiment de donner une nouvelle base, un ancrage à monsieur, madame, tout le monde, pour qu'on ait le courage de lever les défis de notre société aujourd'hui. Donc, de ça, on a fait une réflexion, donc on a dit, ok, on a des terres familiales à disposition, ces terrains-là, ils ont quoi comme potentiel? On savait d'office, on va de toute façon continuer l'agriculture, parce qu'autant moi que Nicolas, on adore vraiment ce métier. C'est un métier qui est dur, oui, qui a beaucoup d'heures de travail, mais qui est extrêmement enrichissant, parce qu'on est tout le temps dehors, on est tout le temps en contact du consommateur dans le système que nous, on développe. Donc on a identifié 6 axes stratégiques.
Tout ça basé, bien sûr, on s'est aussi intéressé point de vue mondial, qu'est-ce qui se passe, on a intégré les ODD, les différentes politiques agricoles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a 6 axes pour... ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est des objectifs de durabilité de l'ONU. Merci beaucoup. Donc, il y a 6 axes stratégiques qu'on a développés. Le premier, c'est l'environnement, c'est le centre, c'est la ferme. Le deuxième, c'est la nourriture. On a eu toute une discussion là tout à l'heure. Nous sommes ce que nous mangeons. Après, l'éducation, empowerment, on ne trouve pas un terme qui est mieux que l'anglais. Empowerment, vraiment donner aux gens les outils de nouveau pour faire les choix. Le quatrième, c'est extrêmement important. On vient du pays d'en haut, Châteaudet, la culture, nos racines. On vient de où? On a quoi comme nos ancêtres ont vécu quoi? C'est très important. Le bien-être, l'accueil, donc le bien-être d'une manière générale. Si on se sent bien dans notre peau, on devient un consommateur responsable. Et le dernier, c'est la santé. Moi, je suis naturopathe de formation. J'ai fait tout un cursus dans le côté médecine alternative et médecine traditionnelle. Et puis, créer un ensemble avec tout ceci. Donc, actuellement, on a, à part la ferme, le premier axe avec l'environnement, on a 2 magasins biologiques. Donc, aujourd'hui, les productions qu'on fait, on fait du fromage d'alpage. On va à l'alpage avec nos vaches, on fait de l'Etiva. Première AOP suisse, on a discuté tout à l'heure. On fait toute notre viande est transformée avec un ami de la région qui est vendu entièrement dans les magasins. On fait aussi différents tests depuis à peu près une dizaine d'années avec des autriches, des vergers, l'agroforesterie pour voir comment on peut créer quelque chose qui est plus complet maintenant sur cette terre au pays d'en haut aussi. On a tout ce qui est lié à sensibilisation. Donc aujourd'hui, on travaille avec différentes écoles en parallèle. Par exemple, l'école Kennedy du Saarland, ils viennent 2 fois par mois avec leurs enfants. Ils participent aux entretiens des champs, ils participent à des ateliers liés à la durabilité zero waste, par exemple. On a ouvert nos propres bureaux d'architecture et de planification en vue du projet que je vais vous présenter tout de suite. Parce qu'en fait, quand on a cherché des bureaux qui étaient en mesure de créer un site que sur la ferme vont cohabiter les vaches, les hôtes, la transformation, la santé, ben c'était dur. On a cherché pendant 2 ans, on n'a pas trouvé. Et par chance, ma soeur, elle est architecte, et puis elle est revenue, puis elle a dit, écoute, on fait ça ensemble. Et aujourd'hui, on a un bureau d'architecture avec 4 personnes qui travaillent pour le dessin du projet. On a différentes bed and breakfast et on a des cabinets de santé. Donc tout ça, on a mis en place sur les 10 dernières années pour expérimenter et créer des compétences liées au futur projet. Donc ça, c'est juste quelques images de la ferme, les magasins et puis l'éducation. Et puis maintenant, l'idée c'est, et puis là on est 2 semaines avant le dépôt de permis de construire, c'est sur le même site, dans le même bâtiment que se trouve la ferme, faire des chambres d'hôtes. Donc il y a 22 chambres qui sont prévues, il y a plusieurs salles de séminaire et de formation qui sont prévues, il y a un restaurant qui est prévu, il y a des centres de santé, en tout il y a 5 cabinets qui sont planifiés pour vraiment créer une unité. Parce que nous, après nos observations, ce qu'on constate, ce qu'on fait différent que la nature c'est toujours en tout. Elle prend le côté vivant comme ensemble. Et nous sommes des spécialistes de la fragmentation. On a dans notre société, on a le spécialiste du genou, on a le spécialiste du miel, on a le spécialiste de l'éducation, et on n'a plus l'habitude de travailler ensemble et voir les différents secteurs de la vie comme ensemble. Et l'idée sur ce site, c'est vraiment réunir le tout. Manger, ça veut dire prendre soin de ma santé. Manger, ça veut dire prendre soin de l'environnement. Faire de l'agriculture veut dire prendre soin de mon consommateur. Être consommateur veut dire prendre soin de mon agriculteur. Le cuisinier, on l'entendait tout à l'heure, il est soumis indirectement aussi à la température de la météo, mais il n'a plus l'habitude. Il pense qu'il peut avoir tout à n'importe quel moment, ça le met lui en stress et ça met les producteurs en stress. Donc prendre soin de son producteur. L'idée, c'est vraiment créer un projet basé sur l'économie circulaire. À quoi ça va ressembler? Donc il y a 2 nouveaux bâtiments qui sont projetés. La colline que vous voyez là derrière, ça c'est le bâtiment principal qui s'appelle Bovino. Bovino, ça veut dire la vache. Le deuxième, c'est un bâtiment planto, ça veut dire les plantes. Donc l'idée entre cet équilibre, le monde animal et le monde végétal, et au centre de tout ça est l'humain. Maintenant, on va faire une petite visite dans ces nouveaux bâtiments, aux alentours. Alors, donc depuis là,
Si on regarde maintenant depuis la vue de devant, donc vous voyez le bâtiment se ressemble à une colline, c'est vraiment l'idée, on reprend les structures géométriques de la nature, on les représente sous ce forme de bâtiment, parce que la nature c'est notre préoccupation première de notre société maintenant. Vous voyez les animaux, les vaches, qui sont notre hôte de ce nouveau site, elles vont également produire l'énergie, je vous expliquerai ça plus tard, et les animaux. Dans les petites trous que vous voyez, ça c'est les fenêtres qui sont chaque fois un jardin intégré sur chaque balcon. Vous avez des espaces de formation intérieure et extérieure. Les ouvertures, c'est des panneaux semi-translucides en photovoltaïque et dessous, il y a de la culture du végétal. Vous avez sur les côtés, gradins de côté, la possibilité de donner des séminaires depuis une grande salle qu'on va tout de suite découvrir. Donc on peut ouvrir la grande salle contre l'extérieur. L'idée, c'est de faire les formations et la sensibilisation dans la nature. On peut faire des concerts, on ouvre le balcon et puis les gens sont assis dans la plantation. La végétation va aussi dans l'étable, donc la partie arrondie devant, là vous avez les vaches l'hiver qui sont dedans. L'été vont monter 5 mois à l'alpage. Vous avez de la végétation à l'intérieur qui purifie l'air. On récupère la chaleur des vaches. La chaleur des vaches va nous chauffer le restaurant. Le restaurant est un vitré qui donne en bas sur les vaches parce qu'on doit prendre la responsabilité pour ce qu'on mange et faire des choix en connaissant tous les éléments. Après, on retourne vers le deuxième bâtiment, plateau. Donc là, c'est l'accueil, la réception, la mise en scène des aliments. Et il y a les 5 cabinets de naturopathie avec un centre de formation pour la médecine parallèle et puis aussi la médecine traditionnelle. Tous les espaces extérieurs, c'est des espaces verts. Les accès, par exemple, la collaboration avec le canton, on a décidé de faire une zone de rencontre et non pas une route d'accès. L'idée, c'est vraiment créer des ponts, mettre les gens ensemble. Il faut qu'on arrête à styliser, à dire ça c'est juste, ça c'est faux. Il faut qu'on trouve ensemble des solutions. Et le bâtiment a la symbolique de ce côté de réunir sous la même toiture, et ça on y croit dur comme fer. C'est possible que la nature, nous sommes la nature, on a souvent dit la nature et l'humain, mais c'est faux. Nous sommes nous-mêmes aussi la nature qui se cohabitent ensemble. Ok, si on prend une coupe, alors là on voit, je vais vous donner après sur 2 ou 3 esquisses à quelques exemples de la manière dont ça fonctionne. Au centre, la réflexion, c'était pas de faire quelque chose de grand. C'était de faire quelque chose qui est censé récupérer tout au maximum possible. Ça commence dans les espaces là, par exemple, vous voyez la partie parking souterrain, il y a des parois végétales. Pourquoi? Les parois végétales, elles vont filtrer les eaux grises. Ce même espace va aussi être utilisé comme halle de marché. Donc on ne construit en aucun cas un bâtiment avec un usage et le reste du temps, cet espace est vide. Vous avez au centre de ce souterrain aussi des caves d'affinage. Donc les gens, au moment qu'ils posent le pied sur le site, ils voient déjà les différents processus de maturation des aliments. L'alimentation, c'est quelque chose de vivant, en tout cas dans la manière que nous on fait les produits. L'épiva qui est affiné, c'est des milliers d'animaux qui font ça pour nous, c'est des micro-organismes. Et toutes ces procédures, il faut que les gens puissent le voir depuis le début. Après, au rez-de-chaussée, c'est les vaches. Donc, elles sont vraiment l'aspect central. Les vaches qui ruminent, qui se posent, qui sont calmes, qui valorisent, dans notre cas de figure, 327 hectares de terre avec des prairies vertes. Elles valorisent tout cette terre qui ne pourrait autrement pas être utilisée pour refaire avec ça de l'aliment, mais aussi de l'humus. Est-ce que vous savez qu'une vache produit par année 10 fois son poids sous forme micro-organisme? C'est incroyable, c'est vraiment important pour remplacer les engrais artificiels, on a besoin des animaux. Vous avez dessus sur les vaches après la partie restauration, donc au centre du bâtiment, vous voyez justement avec des tables vitrées les animaux qui sont dessous. Si vous montez l'escalier, vous passez à côté de l'étable, vous avez la possibilité de participer à la traite, vous avez la possibilité d'aller brosser les animaux. Et dessus, tout en haut, sous la toiture, il y a les différentes chambres. Tout est construit avec les matériaux le plus proche possible. Donc, on travaille avec le matériel d'excavation. Actuellement, à Châteaudet, on est en train d'analyser le site. C'était très chouette. Il y a un sourcier qui est venu pour voir s'il y a de l'eau. Il y a un géologue qui est venu pour voir qu'est-ce qu'on peut récupérer comme matériel, est-ce qu'il est stable. Il y a des spécialistes, des artisans. Une entreprise que j'aime bien citer, Pité Artisan. Et c'est un savoir-faire incroyable sur la construction avec des matériaux qui sont normalement de la poubelle. Les matériaux d'excavation, on n'utilise jamais.
On perd la terre, on jette tous les jours de la terre, c'est quand même fou. Et puis après, on fait venir du sable, et puis des camions, et alors on aura des quantités de mètres cubes qu'on peut valoriser, et d'organiser des journées où tous ces gens parties prenants œuvrent ensemble et expliquent aux gens comment voir tout ça autrement dans le futur. Alors, après, si on prend quelques esquisses, je ne vais pas m'en étaler longtemps, ça c'est le souterrain avec, vous voyez, la partie arrondie devant, c'est le parking souterrain, mais qui en même temps, tous les lieux, c'est des lieux qui mettent en valeur, ça doit mettre en scène. Aujourd'hui, on ne donne plus de valeur à l'alimentation. C'est misérable de la manière comme on est en train de payer les agriculteurs. On parle des jours des semaines de 4 jours pour que les gens puissent travailler moins pour le même salaire, et les agriculteurs. Je me quand même poser la question, on a des autres métiers en Suisse, on n'est pas à la discussion de 4 jours, on est en train de discuter de 7 jours, ou bien peut-être prendre une demi-journée, et de mettre en scène dans des beaux bâtiments pour donner envie aux gens, pour ne pas faire la morale, mais plus à force le fait que c'est beau de sentir ce respect pour ce que ces produits et l'amour de ces gens qui travaillent derrière ces produits et l'énergie qui est dégagée tous les jours. Sur le souterrain, vous avez aussi tout ce qui est traitement des eaux, ça je viendrai plus tard. Ça c'est les tables, vous voyez, une forme de nouveau différente, c'est hexagonale, c'est un centre qui nous permet d'organiser au centre du troupeau des nuits culturelles, des nuits de contes, pour vraiment donner aux gens la possibilité, un troupeau qui rumine, qui est posé, il n'y a rien de plus apaisant. C'est vraiment magnifique. Et puis ça, on fait déjà maintenant au milieu du troupeau pour que les gens sentent aussi ce respect. Il ne faut pas qu'on mette tout sur le dos du bovin non plus. Il y a des manières de faire. On travaille avec les bovins à la montagne, par exemple. C'est un animal extrêmement généreux qui met en valeur des produits qu'on ne pourrait pas manger autrement. Après, on a le restaurant avec la grande salle derrière. Donc la grande salle, elle nous sert à accueillir les gens en cas d'événements privés comme des mariages, mais on peut aussi accueillir jusqu'à 500 personnes pour des concerts, ou on peut la séparer pour notre clientèle ciblée, c'est les entreprises, cadres d'entreprise, parce qu'on croit qu'il faut maintenant qu'on se focalise sur ceux qui décident tous les jours. Donc oui, le consommateur il est extrêmement important, mais je pense aussi que les entreprises le sont aussi. Et s'ils viennent sur un site comme ça, qui est basé sur l'éco-construction, qui est une autarcie d'énergie, qui valorise les aliments et qui peuvent participer à leur préparation du repas, je pense qu'il y a peut-être quelques décisions qui pourraient être prises autrement. Et puis après, la partie derrière, là, vous voyez sur votre gauche, ça c'est justement la partie où on va cultiver les plantons sous le verre semi-translucide que vous avez vu tout à l'heure. Et en même temps, c'est notre espace de détente. Donc là-bas, les gens ont une sauna aussi, ils ont la possibilité à se reposer et en même temps, ils voient, parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais beaucoup malade et j'ai eu le temps d'observer la nature grandir. Le printemps, cette explosion, quand tout vient, c'est magnifique. Et de dire qu'ok, on rentre les gens dans des espaces qui sont verts et puis ça les remet en contact. Et aussi peut-être cette question de la vitesse, voilà, toute bonne chose met du temps. Et du coup, peut-être aussi être à des endroits de repos, ce côté qualité du temps. Deuxième bâtiment, ça c'était les magasins. Je prends juste cet exemple avec les caves voûtées que vous voyez là. Donc de nouveau, de mettre en scène les aliments, ils ne sont pas juste lancés dans des rayons avec des quantités de lumière qui sont projetées dessus. C'est vraiment de créer un contexte où la nourriture est mise en scène et puis est surtout conservée dans la règle de l'or. Les légumes, par exemple, aujourd'hui souffrent beaucoup parce qu'on les sort des frigos, on les remet des frigos. On les sort des frigos et le producteur, il s'est donné beaucoup de peine, le paysan fait de son mieux et puis ils perdent en qualité. Donc là, de créer des ambiances pour les aliments qui gardent leur qualité au maximum possible. Dans les cabinets de naturopathie et médecine, là je suis très contente, on est en discussion avec des médecins qui viennent de la médecine traditionnelle, qui ont envie de collaborer ensemble. Il y a aussi une discussion avec l'hôpital à Châteaudet qui est en cours, pour vraiment œuvrer ensemble. On arrête maintenant de se dire, nous la médecine alternative c'est super, vous la médecine traditionnelle c'est faux. C'est pas vrai, ça ne dépend tellement de chaque cas de figure. Et si on commence à mettre ces forces ensemble, moi je pense que ça peut devenir vraiment passionnant. Donc, économie circulaire, ça c'est les 8 différents modèles circulaires qu'on a en place. L'énergie, bien sûr, avec la production de notre propre énergie,
tout ce qui est lié à l'eau, qu'on épure notre eau sur place. Les objets, c'est tous des meubles upcyclés. Ça veut dire on reçoit des anciens meubles, on les transforme, il y a un atelier de transformation et ils sont en vente. Donc vous pouvez vendre votre lit quand vous venez dormir chez vous, d'accord? Donc l'idée c'est vraiment pour ne pas créer du gaspillage, parce que quand on analyse la situation des hôtels suisses, après 10 ans, les meubles sont démodés et ça crée des pertes considérables et puis des déchets en grande quantité. L'alimentation, ça c'est logique, hein, nous sommes agriculteurs, on a tout un réseau d'agriculteurs au pays d'en haut aussi, donc la valorisation de ces aliments. Ce qui n'est pas vendu au magasin va au restaurant. Ce qui n'est pas vendu au restaurant, on fait des plats pour des personnes défavorisées de la région. Ce qui n'est pas mis en disposition pour ces gens, on a des animaux qui sont là, qui mangent. Et puis ce qui n'est pas donné aux animaux est fini dans le biogaz. Les matériaux, donc tout ce cycle de matériaux, j'ai déjà parlé un tout petit peu. Il y a aussi la question de construire avec du bois, que je vous verrai tout à l'heure. Santé, vraiment mettre la santé de tout le monde au centre. Ce n'est pas juste la santé humaine. Si notre planète est en bonne santé, nous le sommes aussi, et vice-versa. Partage des connaissances, on fait déjà maintenant, on fait beaucoup d'ateliers, des conférences, des cours. Et puis, quand on arrive, toujours intergénérationnel. Ça, c'est très chouette d'avoir des petits et nos ancêtres qui sont en train de transmettre le savoir-faire de la région. Et la communauté locale, ça, c'est très, très important. C'était Rudolf Steiner qui disait à l'époque, vous allez toujours seulement aussi bien que votre village. Et je crois ça à oublier. On regarde plus que chacun pour nous. Alors, si on fait marcher notre système, c'était magnifique comme tu as expliqué ça avant, Emma, pour montrer que si on prend soin de chacune et de chacun, dans notre village, on se porte nous-mêmes aussi mieux. La question, c'est vraiment un projet de symbiose et de coopération. Maintenant, si on regarde l'alimentation, j'avais juste envie de vous donner quelques chiffres concrets. Donc, on travaille avec plusieurs hautes écoles et universités ensemble. Donc, on a travaillé avec UNIL à plusieurs reprises. Là, actuellement, il y a plusieurs étudiants de la BFH, de la BFH Hochschule, qui font des analyses, qui prennent nos chiffres, ce qu'on veut faire. Et, par exemple, dans le cas de figure de gaspillage alimentaire, sur notre restaurant, si on fonctionne comme c'est prévu, on économise 60% des déchets, ce qui correspond aux 10 tonnes d'aliments par année, ce qui correspond à 18 tonnes d'émissions CO2 de moins. Et ça un gain économique d'à peu près 50 000 francs. Donc aussi, pour encourager durabilité, peut aussi être économiquement parlant intéressant. Ça demande juste, le travail il est en amont en fait plus conséquent parce que c'est des changements d'habitude. On doit trouver la possibilité à fermer les circuits, les cercles, et ainsi ça peut fonctionner. Donc la valorisation de l'eau, on a notre propre système d'épuration, donc avec des lombricompost, on travaille avec la toilette séparative. Donc l'urine est récupérée, vous savez tous, on a des manques de phosphore dans notre sol maintenant. Et puis là, chez nous, les gens ne reçoivent pas une plaque de chocolat quand ils viennent faire un séjour, ils reçoivent l'équivalent de l'engrais qu'ils ont produit avec leur propre urine sur place. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut qu'on passe, c'est tabou. Personne ne parle des excréments. Pourtant, c'est riche, pourtant, c'est important, pourtant, c'est ce qui nous fait vivre. Alors, après l'énergie renouvelable, j'ai déjà dit avant, les vaches savent faire beaucoup plus encore que la production d'alimentation. Donc, chez nous, on récupère la chaleur des animaux libérés à l'étable, on récupère tous les excréments et on fait du biogaz avec. Et en plus, on a encore des panneaux solaires et ainsi, on arrive à produire l'équivalent de 85 ménages à l'électricité et puis 23 ménages à 4 personnes en chaleur pour le chauffage. Après l'agriculture régénératrice, c'est de là qu'on vient. C'est vraiment important, j'ai envie de mettre encore une fois l'accent sur les prairies vertes. Les prairies vertes sont tout aussi importantes que les forêts. Elles ont beaucoup de biodiversité, on doit les maintenir. En Suisse, on a à peu près 60% des surfaces agricoles sont des prairies vertes. Dans notre cas de figure, moi j'aime les chiffres. Moi j'aime quand c'est comparé à ce qu'on fait. Donc chez nous, c'est à peu près 2 millions de tonnes de CO2 qui sont stockées dans un sol qui est à la couche de l'humus, qui est entretenu par les vaches. Le fait que les vaches elles stimulent l'herbe à faire des racines plus profondes, d'irriguer plus le sol et puis ainsi garder un équilibre. On a tous les 4 ans chez nous à l'alpage une analyse des spécialistes qui viennent voir la biodiversité. Et on a réussi, sur notre alpage, ils sont venus cette année, on a toujours encore 98% des espèces qui peuvent être présentes dans un espace comme ça. C'est super, et ça,
327 hectares, on ne le ferait pas sans les vaches, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas possible, c'est elles qui vont brouter, c'est elles qui... Et puis nous, on fait encore la mauvaise herbe, on doit faire d'une manière manuelle, mais l'entretien principal vient de elles. Et puis si on regarde les vols Zurich, New York, retour, je trouve intéressant, hein, parce que ça représente 2 millions de vols New York, Zurich, retour en économie de CO2 qui est fixée dans la terre. Ok, après la biodiversité, ça c'est sûr, c'est la base de tout, parce que sans la base de la biodiversité, on a une pression sanitaire qui va devenir exigeante à gérer. Donc, vous avez vu le bâtiment principal à une clôture végétalisée, on fait aussi l'entretien des prairies, comme j'ai dit. Après les haies vives, là, la prochaine action qu'on fait fin novembre, pour ceux qui sont intéressés, elle fait une semaine de plantation de haies vives autour des terrains. Parce qu'il est vrai, quand on voit les terres agricoles dans nos régions, les arbres fruitiers ont été coupés il y a quelques années en arrière quand les grandes machines sont arrivées, il n'y a plus d'haies vives et puis ça manque. C'est vraiment clairement un sujet qu'on doit augmenter, on doit prendre en considération, aussi en vue des souffrances vis-à-vis de la sécheresse et aussi en sachant qu'on a besoin de toute la vie mycotique dans le sol qui a besoin des arbres. Donc ça, c'est des actions qu'on fait, où les gens peuvent participer, ils viennent, on a toujours des classes d'école, mais aussi des privés qui peuvent venir et apprendre, cette fois-ci avec la collaboration avec le parc régional, davantage sur les haies vives. Après tout ce qui est sensibilisation, on vient d'inaugurer un centre de la transition il y a une semaine. C'est 15 panneaux qui expliquent sur les thématiques principales des enjeux de notre société, par exemple le gaspillage alimentaire sans il y a l'eau, il y a l'énergie renouvelable, et ils parlent de comment on est arrivé là dans le monde, qu'est-ce qui sont les solutions qu'on propose au sein du projet, et qu'est-ce qui sont les solutions de nos partenaires qui proposent, par exemple l'énergie renouvelable. On a un partenariat avec Roman d'énergie, et eux, ils fournissent vraiment des conseils pour une sobriété énergétique beaucoup plus importante, parce qu'ils ne pensent pas que dans le futur, on peut pas continuer à consommer comme on consomme maintenant. Je trouve très joli l'éclairage, on a dû faire notre concept d'éclairage pour le projet. Et c'était intéressant parce que la responsable m'a dit, mais tu sais, c'est important aujourd'hui parce qu'on utilise même pour les lampes LED la même quantité, si ce n'est pas plus, pour l'éclairage de nos maisons que dans l'époque. Et je dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible mathématiquement? Elle m'a dit, maintenant on utilise la lumière bleue pour qu'on puisse lire, on l'utilise pour mettre en scène. Donc on met beaucoup plus. Et puis on arrive au même résultat, donc ça ne va pas. Et l'idée, c'est vraiment de montrer des solutions concrètes et de prendre conscience de nos gestes. Je dis que ça, c'est les différentes bases, et j'arrive déjà au bout. Donc peut-être pour vous dire un petit peu, pour monter un projet comme celui-ci, ça a été évoqué tout à l'heure, on a commencé à 15 ans en arrière, on a passé 10 ans pour faire passer le sujet au canton, avec 21 services qui étaient impliqués. Le budget, il a dépassé les 3 millions pour la planification actuellement. Et puis, on est juste devant la mise en enquête. Mais c'est un chemin qui est exigeant, il est passionnant à la fois. Mais vraiment, je vous invite, si vous avez la possibilité d'aller voir sur le site, il y a plein de choses qui sont expliquées. Et puis, je vous invite aussi vraiment de prendre conscience de nos propres gestes. Nous, on était aussi simplement des agriculteurs, et puis on s'est décidé qu'on voulait faire quelque chose qui contribue pour la société sur nos propres terres. Et ça aide quand même à changer beaucoup de choses. Je suis très contente et fière aussi de notre partenariat avec Risoni, que vous connaissez certainement, ils sont aussi à Genève. Risoni, une entreprise qui travaille beaucoup dans la maçonnerie. Et puis c'est très enrichissant de travail, c'est une grande entreprise avec 1700 employés. Et à force de travailler et en changer ensemble, ils ont maintenant décidé de faire un partenariat avec Pictet Artisan, je disais tout à l'heure, qui sont une toute petite entreprise avec 2 personnes, mais qui ont le know-how et les connaissances sur la construction avec les matériaux d'excavation. Et maintenant, ils se mettent ensemble pour qu'ils puissent gérer des projets comme celui-ci et puis commencer à changer les habitudes dans les grandes entreprises de construction. Donc vraiment, si le projet m'a appris une chose, on verra maintenant en enquête publique s'il passe ou pas. Mais ce qu'il m'a appris, c'est que tout geste fait la différence, vraiment. Ça, je suis convaincue. Donc maintenant, peut-être si vous avez des questions. Risoni. Risoni Zaug. C'est Risoni. Risoni.
c'est l'écriture rouge. Non, elle est bleue. La langue, elle est bleue. C'est vraiment d'énergie que c'est rouge. Ouais. Mais je trouve que c'est encourageant quand aussi des grandes entreprises font des pas maintenant d'une manière bien accentuée. Je n'ai pas très compris que vous avez déjà commencé la construction, ou bien vous attendez des autorisations? Actuellement, on est en train de faire des analyses, les dernières analyses donc, avec des machines sur le terrain, mais on n'a pas commencé la construction. La construction, d'abord, c'est la mise en enquête publique. Parce que d'abord, en fait, le problème, c'est qu'en zone agricole, vous pouvez faire toute activité agricole ou activité annexe si c'est la famille qui l'a fait. Et vu que là, il faut créer 58 postes de travail en job sharing, donc c'est l'équivalent de 38 postes de travail à plein temps. Et puis, du coup, c'était complètement en dehors des possibilités en zone agricole. Et vis-à-vis des différentes lois qui ont été votées, c'est exigeant. Les zones agricoles sont protégées avec, clairement, c'est juste. Par contre, nous, en fait, on utilise exactement la même surface de construction si on fera une de ces halles agricoles traditionnelles qu'on voit apparaître partout. Donc, notre exigence qu'on s'est donnée, c'est qu'on prend le même volume, on ne veut pas empiéter sur la zone agricole, mais le rôle de l'agriculteur, et c'est aussi marqué dans la loi, c'est sensibiliser le consommateur. Et ça, actuellement, si les paysans doivent faire ça encore avec leur infrastructure de l'agriculture pure et simple, on le fait aujourd'hui, c'est fatigant. À chaque fois, quand vous avez des gens qui viennent, vous devez débarrasser des choses, vous devez monter des tentes, vous devez amener des tables pliants. À un moment donné, c'est pas possible. Il faut aussi que ce soit une infrastructure professionnelle pour accomplir cette mission de la sensibilisation aux enjeux agricoles. Donc la construction, on espère l'année prochaine, et puis après, c'est 3 ans de construction. Merci pour votre présentation. C'est tellement complet que je me demandais si vous aviez été jusqu'à imaginer quelque chose du type café suspendu, sandwich suspendu, c'est-à-dire que les gens qui auraient les moyens de venir chez vous, parce que j'ai le sentiment que ça sera quand même une certaine élite qui pourra venir, mais je ne sais pas, c'est peut-être une chose pourrait aussi offrir une partie pour que des gens qui seraient dans la nécessité puissent aussi venir. Oui. De ce système de café, de repas, etc. Oui, clairement la réponse est oui. Et puis peut-être juste pour la question du prix, on a eu beaucoup de discussions pour ce sujet parce qu'on veut atteindre les cadres d'entreprise, donc c'est 4 étoiles. Sinon, vous passez à la grille. Mais on ne peut pas non plus que la durabilité et la qualité deviennent un produit de luxe parce qu'on est nouveau dans la problématique qu'on a aujourd'hui avec les aliments qui ont certains coûts parce qu'on fait tout à la main, donc c'est un prix plus élevé. Et du coup, on a créé en fait, on économise sur plein de secteurs, et le fait que c'est 18 différents secteurs, il y en a qui se soutiennent mutuellement. Par exemple, dans les chambres d'hôtel, vous avez des chambres duplex, que vous avez une mezzanine dessus, et puis on fonctionne avec des tarifs par chambre, comme on connaît dans les grandes chaînes hôtelières comme Ibis, par exemple. Et quand il y a une famille qui vient, elle est dans la mezzanine jusqu'à 6 lits, et elle payera le même prix que si c'est une seule personne qui vient pour une formation de cadre d'entreprise. Et après tout ce qui est restauration, il y a justement le parti, on ne va pas fonctionner des restaurations à la carte, on fait 3 différentes menus de saison avec les choses qui viennent directement, et toutes les choses qu'on a en plus, on fait des moindres coûts, des menus pour des personnes, nous on a beaucoup de personnes âgées, en Châteaudet c'est presque 60% des personnes à la retraite, donc aussi avoir la possibilité pour eux de manger correctement et de pouvoir venir manger dans un restaurant où ils peuvent passer du temps avec d'autres personnes. Oui, non, c'est sûr, c'est très important. L'inclusion, c'est important. On est aussi en discussion avec un partenaire de la région qui veut faire un site pour des personnes avec autisme. Et l'idée, c'est d'avoir 3 places de travail intégrées. Les places de travail dans la partie administration, c'est tout accessible en fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap. Bref, c'est important. Le côté social, on a parlé aujourd'hui des 3 axes. Il est tout aussi important que l'environnement et l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça? Oui. On a besoin du positif. Vous savez, moi je me suis beaucoup intéressée au côté cérébral.
Et en fait, ce qui se passe quand on a trop d'informations négatives, on active le système sympathique qui n'est pas si sympathique que ça. Donc, il met de l'adrénaline et soit on ignore et puis on se renferme ou on fuit ou on se bat. Et puis, quand vous avez des messages positifs, et ça, je pense que notre société a besoin maintenant, vous éjectez de l'endorphine et vous activez la partie du cerveau qui est pour la créativité et la recherche de solutions. Donc, c'est ça qu'on aimerait faire. Activons l'endorphine. Je voulais tout juste ajouter un point sur, parce que je ne crois pas peut-être qu'elle l'a mentionné quand j'étais dehors, mais si elle a mentionné que ça coûtait déjà 3 millions, alors c'est très très cher, et puis ils ont créé une fondation pour payer pour ce projet, parce que c'est un projet que eux ils ont initié, c'est un projet qu'ils portent, et c'est pas le projet pour leur famille, mais c'est le projet pour la communauté. Et je trouve très très beau aussi cet aspect-là, que après c'est une fondation qui, si jamais ça marche et puis ça démarre vraiment et il y a de l'argent, on peut aussi soutenir d'autres projets qui vont dans la même direction. Alors c'est jusqu'au bout positif et ouais, j'adore. Et puis bon, on arrive à la conclusion, je vais être tout bref. La première chose, c'était l'humus. Est-ce que vous connaissez le manifeste de Friedrich Hundertwasser qui a aussi dit qu'il faut toujours mettre sur tous les immeubles, il faut mettre de la terre à nouveau parce qu'on prend de la terre à la terre. Alors ce monsieur, il a voyagé beaucoup et puis il a voyagé toujours avec sa toilette sèche et il a écrit un manifeste de la merde. Et si vous voulez lire ça, c'est sur agrarinfo.ch. Les deux versions, parce que c'est lui-même qui l'a traduit en français. Oui. Le nom, c'est le manifeste de la merde. Scheiß-Manifest, en allemand c'est Scheiß-Manifest, exactement. Et puis en français c'est Manifeste de la merde. Et c'est parce qu'on fait toujours une célébration de la nourriture, mais on ne valorise pas ce qu'on redonne à la terre. Voilà. Non, c'est un peintre, Hundertwasser, sans eau. Hundertwasser. 100 comme 1, 2, 3, 4, 100, et Wasser comme eau. C'est un peintre autrichien. Alors, j'arrive à la fin, et puis je voulais encore vite dire, à cause de la fin, on a exposé deux caractères chinois. L'un, il date de 3500 ans, et puis en fait, à gauche, c'est celui-là, ça c'est le toit, ça c'est 3 bouches, ça c'est une flûte, et ça c'est le céréal. Alors, et le caractère, il signifie paix et harmonie. Alors, si on veut de la paix et de l'harmonie, il faut un toit sur la tête, et il faut être ensemble, en harmonie, et discuter, chanter, et il faut avoir assez à manger. Ça a évolué, et puis ça, c'est aujourd'hui. En fait, cette partie-là, c'est un autre style du céréal, et ça, c'est la bouche à nouveau. Alors, c'est resté pour l'harmonie et la paix. Il faut avoir assez à manger, il faut avoir libre parole. Hein? Et si on prend soin de ça, on a déjà beaucoup. Surtout cette semaine. C'est un peu la tête. Bon, mais je veux vite encore pendant maximum 10 minutes parce que j'ai vu que les verres sont là et puis on a rempli les derniers noirs, etc. Le résumé de la journée, merci beaucoup d'avoir été là et merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin. Merci pour surtout les dernières présentations qui c'était quand même un upbeat pour sortir d'ici avec plein d'énergie de faire quelque chose. Merci aussi d'avoir rempli un peu la banderole
elle a été pliée et puis elle a été photographiée et Saskia l'a déjà chez elle. Alors ça c'est bon. Merci beaucoup pour toutes les présentations. Merci beaucoup pour votre aide aussi, Liliana et Mélanie, pour la préparation. Pour moi, c'était une journée très très riche. J'ai beaucoup appris et beaucoup apprécié ces échanges qu'on a pu avoir. Je crois que c'était bien que Dominique Purgeon, il a commencé la journée avec, il vient de la FAO et puis il essaie de faire de son mieux. C'est pas évident pour eux non plus. Et puis je trouve bien que ça ouvrait un peu le chemin. J'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas vous aussi, qu'on a eu ces exemples, ces projets africains qui nous ont montré qu'en fait, ils ont exactement les mêmes problèmes, ils se posent les mêmes questions, seulement ils sont beaucoup plus exposés que nous, parce qu'ils sont dans des zones plus chaudes, plus secs, plus pauvres. Alors, pour moi, c'était bien d'avoir cet échange aussi. L'appel à la caravane. Alors, je suis sérieuse si je dis, mais peut-être effectivement, des fois, il faut faire des caravanes vers Berne. Et puis, il faut de toute façon garder contact avec les gens qui sont censés de nous représenter sous la coupole pour qu'ils défendent nos intérêts. Là, j'ai marqué une phrase qui est « Il faut redonner les justes places aux paysans ». Et j'ai aussi marqué la seule consommation vraiment respectueuse de l'environnement, c'est la non-consommation. Et nous avons tous un droit pour une vie digne. Nous avons tous un droit pour des prix équitables maintenant. Il y a comment est-ce qu'on dit? Il y a la campagne actuellement de unitaires et des petits paysans et des Verts sont impliqués aussi. C'est quelque chose de très sérieux, mais c'est aussi très très important que les aliments bons et sains, adéquats sont disponibles pour tous les consommatrices et consommateurs. Et justement, ce droit à l'alimentation, ça me tient beaucoup à cœur. Je crois qu'à part la souveraineté alimentaire, ce droit à la nourriture, c'est la chose la plus importante. Et je voudrais tout juste terminer avec après le Covid, on a la démocratisation de l'alimentation. C'est de plus en plus un sujet qui est discuté largement. On a de la chance d'être à Genève ici. On a dans la Constitution maintenant, on a le droit à l'alimentation. Et puis on discute beaucoup justement aussi l'assurance sociale alimentaire. Et à Lausanne, ça se discute. À Bâle, ça commence à se discuter. Et on est très très content de planifier un premier workshop outre-Sarine, parce que Suisse allemand, c'est pas Bâle, c'est par Mulhouse que ça rentre. L'assurance sociale alimentaire pour la Suisse. Et si le sujet vous intéresse, notez déjà la date du 22 janvier 2024. Et ça va être un échange pour voir qu'est-ce que les Français, les Belges, les Allemands, ils sont en train de faire, ils ont déjà fait, et comment est-ce qu'on va continuer à promouvoir le sujet en Suisse. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, et puis c'est l'apéro. Alors juste encore 2 mots. Toute cette journée n'aurait jamais été même rêvée sans Christine. Merci à toi. Bravo. En fait,
téléphoné à la Toulière et que j'ai demandé à Caroline, mais qui est-ce qu'on pourrait inviter pour avoir un témoignage paysan genevois? Elle a dit. Le voilà.